Alors juste avant que commence ce thread d'horreur, je dois dire qu'il va parler de choses assez sensibles. Il va y avoir du harcèlement et des pensées sombres. Alors voilà, si tu n'es pas à l'aise avec le sujet, je t'invite à passer à la prochaine histoire. La vidéo, elle est chapitrée, donc tu peux passer à la prochaine histoire. Eh bien, j'ai récemment trouvé ce subreddit et j'ai décidé de partager une histoire avec vous tous. Cela s'est produit de 2019 jusqu'à nos jours. J'utiliserai un faux nom pour moi et pour l'homme dont je parle. Mary pour moi et Dennis pour lui. Quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré quelqu'un sur Discord. Il était drôle, intelligent et exactement mon type. Il avait 16 ans. À cette époque, je n'avais pas de logique et je trouvais ça normal qu'une fille de 13 ans discute avec un garçon de 16 ans. J'étais stupide et naïf de croire ça. Mais après quelques temps, nous sommes devenus des amis proches. Après environ 3 mois de connaissance, je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. Nous avons ensuite fini par sortir ensemble. Nous vivions chacun à l'autre bout du pays et notre relation ressemblait plus à des amis qu'un couple. Mais peu importe. Donc pendant que nous sortions ensemble, il commençait essentiellement à râler et à insulter. En tant qu'adolescente qui était toujours sur internet et qui était également exposée au réseau social, j'étais habitué à ce comportement et je pensais que c'était normal. Il m'a demandé d'envoyer des photos nues, des messages grossiers et il m'a également demandé de l'idolâtrer. Je n'avais pas le droit de parler aux gens sur Discord sans lui et plein d'autres trucs comme ça. Il m'a dit que si jamais je partais, il se donnerait la mort. Ou il m'a également dit qu'il se droguerait encore et encore parce qu'il serait triste. Une autre chose à savoir sur lui, c'est qu'il était incroyablement raciste et qu'il pensait que ses blagues étaient acceptables. Je m'en veux tellement de ne pas avoir réalisé que ce n'était pas bien à l'époque. Il a fini par me tromper avec son ex et il m'a jeté comme une chaussette. Il ne me parlait plus et a dit qu'on ne devrait plus se parler parce que nous ne sommes plus en couple. Et c'est ici que ça se gâte. Une petite remarque, eh bien cela s'est produit il y a à peu près 5 ans. Et j'ai un souvenir approximatif de cette époque. De nouveaux comptes apparaissent sur le serveur Discord sur lequel nous nous sommes rencontrés. C'était le serveur d'un ami en commun, et il commençait à dire des choses horribles sur moi. Mary est une grosse baleine. Il me traitait de tous les noms, dont le N-word sur le net, et bien d'autres choses du genre. Les comptes portaient des noms tels que Mary aime les enfants, ou bien grosse baleine. Vous voyez les genres. J'avais eu des ennuis avec les propriétaires du serveur parce que c'était ma faute que les gens disaient ces choses. Comme si je leur avais dit de spammer des choses sur moi ou quelque chose du genre. Les comptes commencent également à m'envoyer des messages. Ils souhaitent que je mette un terme à ma vie. Ils me disent que je suis une grosse baleine, une pute et plus encore. J'ai fini par bloquer tous les comptes et j'ai continué ma vie. Je me suis dit super, c'est fini. C'est du moins ce que je pensais. Avance rapide d'1 an jusqu'à la fin de l'été 2019. Tout recommence. Les messages, ils racontent aux gens des mensonges et des rumeurs et des menaces directes. On m'a envoyé du contenu plus de 18 ans non sollicité. Des menaces de mort, des insultes et on m'a dit que je devrais me donner la mort parce que personne ne s'en soucierait. À cette époque, je souffrais d'une dépression non diagnostiquée et d'une anxiété qui a failli me tuer. J'ai suivi une thérapie et j'ai essayé de m'en remettre. En 2020, juste au moment du Covid, j'ai eu un petit ami. J'étais super contente et je suis sortie de ma coquille. Lui et moi jouions ensemble à des jeux sur Discord et j'ai rejoint plusieurs serveurs. Environ 2 mois plus tard, j'ai reçu un autre message. Quelqu'un m'avait envoyé un message. C'était une dénommée Lily, je crois. C'était un profil normal et nous étions ensemble sur un serveur. Donc, je ne me méfiais pas du tout. Elle m'a ensuite envoyé un message pour savoir comment j'allais et je ne lui avais jamais parlé auparavant. Donc j'étais confuse. Elle a dit que nous avions eu une longue conversation sur la santé mentale la veille et qu'elle voulait donc s'assurer que j'allais bien. J'ai demandé qui elle était et de quoi elle parlait. Et elle a répondu quelque chose comme « Oh mais tu m'en as parlé, tu m'as dit que tu prenais des médicaments pour la schizophrénie. Et que peut-être tu avais oublié une dose. Alors, est-ce que tu as arrêté tes médicaments ?» J'étais extrêmement confuse et effrayée, car je n'avais jamais parlé à cette personne et je n'étais certainement pas schizophrène. Après environ 10 minutes de cette mascarade, j'ai réalisé que c'était Dennis. J'ai bloqué le compte et je n'ai pas accepté de nouvelles demandes d'amis. Le lendemain, j'ai reçu des centaines de messages avec le même contenu que celui mentionné précédemment. Les menaces, les contenus plus de 18. J'étais tellement terrifié que j'ai demandé de l'aide à mon petit ami. Il m'a dit de créer un nouveau compte et de ne devenir ami avec aucun des autres amis en commun, afin qu'ils ne puissent pas me retrouver. Je l'ai fait, ce qui m'a coûté un compte Twitch affilié que j'avais passé des années à créer. J'ai modifié tous mes comptes, supprimé la plupart et j'en ai créé de nouveaux. Mais cela n'a pas suffi.
il m'a retrouvé. Je ne sais pas comment, ces nouveaux comptes n'étaient pas liés à moi. Donc j'en ai eu marre et j'ai donc envoyé une demande d'amis à un ami que j'avais en commun avec Denis. Je pensais que je pouvais avoir confiance en lui, car je voulais des informations personnelles de Denis pour aller porter plainte à la police et obtenir une éventuelle ordonnance ou quelque chose pour qu'il arrête de me harceler. Un truc pour qu'il me laisse, n'importe quoi. Je ne savais pas vraiment comment la police pouvait gérer ce genre de problème. Puis les mois passent et rien, jusqu'à l'automne 2021, dans lequel Denis m'envoie un message me traitant de salope stupide et comment il me trouvera toujours. Il me dit que je suis grosse et stupide et que personne ne m'aime. Je me suis alors isolé et j'ai supprimé d'autres comptes. Je n'ai jamais pu aller voir la police parce que je n'avais aucune information, comme son nom complet ou son adresse. Cela fait 2 ans et chaque jour je m'inquiète. Je ne sais pas s'il habite près de chez moi maintenant, s'il sait où j'habite ou s'il sait dans quelle école je vais. J'ai récemment découvert qu'il avait un site web et qu'il faisait des vidéos sur YouTube. Il a réalisé des vidéos YouTube en parlant de moi. C'était en 2022. Les titres de ces vidéos sont quelque chose comme Marie la grosse baleine. J'ai mis un titre approximatif car il n'y a plus la vidéo sur YouTube. C'était l'enfer et j'ai toujours peur chaque jour qu'il me retrouve. Je pense qu'il a un compte Reddit et qu'il pourrait trouver ceci. Alors, j'espère qu'on ne se reverra plus jamais, Denis. Je te souhaite le pire. Alors il faut savoir que c'est pas rare que quand une personne poste, eh bien elle répond aux commentaires en dessous. Ou bien elle fait une petite mise à jour sur son post à elle. Et c'est effectivement ce que la personne a fait. Donc je vous lis la petite mise à jour. Merci les gars pour votre soutien. J'ai été inspiré pour écrire ceci à cause de certaines histoires effrayantes que j'aime sur YouTube. Et maintenant, les gens veulent raconter mon histoire. C'est fou. Et bah c'est effectivement ce que nous on est en train de faire. À savoir que l'histoire elle est américaine, donc elle verra jamais cette vidéo, mais au moins j'ai partagé son histoire avec vous, la communauté française, francophone plutôt même. Tiens d'ailleurs, je pense là maintenant à une question, bah t'hésites pas à me dire dans les commentaires depuis où tu me regardes toi. Ça peut être marrant tiens, pour voir un petit peu. Et bien voilà, cette histoire elle est finie et franchement c'est pas facile à vivre puisque bah on peut se sentir à l'aise, on est derrière un PC, là par exemple moi je suis là, j'ai mon PC, j'ai 2 écrans, tranquille je peux parler avec n'importe qui mais je sais pas qui y a derrière, tu sais pas qu'est-ce que la personne elle fait, pourquoi est-ce qu'elle est malveillante. Et le problème d'internet c'est l'anonymat, un petit peu un gros problème quand même. Parfois c'est bien justement d'être anonyme pour dénoncer des choses, mais parfois l'anonymat bah ça fait des choses vénères. Et comme tu le vois là ça pousse au harcèlement et il veut carrément que la personne mette fin à ses jours. Et ça, c'est pas bien. Alors si toi t'as regardé la vidéo quand même et que t'as ces pensées mais que t'as quand même regardé et tout, j'ai pas envie que ça te mette dans le mal. Tu le sais, il y a des numéros, ok? En tout cas, si on a dans cette situation, je vous envoie toute ma force. Et ça en fait. Hein. Avant de commencer cette histoire, beaucoup de choses à dire. Déjà de 1, si tu kiffes, bah t'hésites pas, un petit abonnement et un pouce bleu ça fait plaisir. Et ensuite, même si c'est la 2e fois que je la raconte cette histoire, elle est toujours aussi surprenante. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle est bien spéciale. Et je tiens à préciser que moi, j'interprète juste les paroles dans le thread. Voilà, faut pas sortir ça de son contexte, hein. Je sais ça fait peur comme mise en garde, mais je pense que vous n'êtes pas prêts et prêtes pour ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Julia. C'est une femme de 32 ans qui habite aux États-Unis et plus précisément en Alaska. Et toute cette histoire prend place au mois de décembre. Et il y a quoi au mois de décembre? Oui, Noël. Julia, elle habite une maison toute seule et cette année, c'est elle qui doit s'occuper de préparer le repas de Noël pour toute sa famille. C'est la 3e année qu'elle est dans sa maison et les 2 premières années, eh bien, elle avait déjà bien décoré sa maison. Mais là, cette fois-ci, comme c'est elle qui a la responsabilité d'organiser tout ça, eh ben, elle veut faire ça vraiment bien. Elle veut flex un petit peu. En début du mois de décembre et plus particulièrement un jeudi alors qu'elle était en repos, elle a décidé de prendre sa journée et de faire le plus gros des courses pour préparer les réveillons de Noël. Elle se souvient très bien de ce jour. Et vous allez comprendre pourquoi. Le matin, vers 10 h, elle fait des courses alimentaires, mais pour son alimentation personnelle. Elle fait un tour par chez elle pour déposer tout ça, et vers les coups de midi, elle se rend dans un magasin spécialisé en décoration. Et qui, pour le coup, en ce mois de décembre, est spécialisé en décoration de Noël. Julia arrive sur le parking du magasin, et c'est pas très rempli. C'est normal, c'est le midi, et c'est tant mieux pour elle. Elle se dit que comme ça, elle pourra prendre tout son temps pour regarder toutes les décorations. Elle sait que ça va lui prendre beaucoup de temps. Les décorations de Noël pour elle, c'est tout un truc.
C'est un vrai engouement, elle adore la magie de Noël et surtout cette période. Elle arrive dans le magasin avec un beau caddie et elle sait qu'elle va réussir à le remplir. Elle regarde toutes les décorations et cette année, ils se sont surpassés. Il y a de tout et de toutes les couleurs. Elle est vraiment en mode gamine, émerveillée là-dedans et elle sait que le budget cette année, il va péter. Elle arrive devant un rayon avec énormément de boules et elle regarde un petit peu. Et forcément, ça prend du temps. Et c'est là que vont commencer les choses un peu chiantes. À un moment, elle regarde les boules et elle regarde sur sa gauche. Et elle voit un homme dans les 60 ans à peu près, qui a une quinzaine de mètres et qui la regarde intensément. Au début, elle se dit « ouais ok, on s'en fout ». Je continue mes affaires et elle regarde les décos. Et quelque chose comme 5 minutes après, elle regarde encore un peu sur sa gauche et là elle voit cet homme. Mais il est un petit peu plus proche. 8-10 mètres à peu près. Et toujours, il la regarde bien intensément. Et là, je suis désolé d'avance pour l'interprétation, mais voilà, faut le faire. Il la regarde bien intensément, et en le voyant, elle se dit là, mais il est vraiment chelou comme gars. Pourquoi lui, il est pas en train de regarder les décorations lui-même? Sinon, qu'est-ce qu'il est venu foutre dans ce magasin? Elle regarde les motifs sur la boule, et forcément, tu sais, elle bouge un petit peu la boule. Et elle peut voir que quand elle fait ça, le gars, il fait des mimiques bizarres, genre, il montre facialement qu'il... pas comment dire, mais il kiffe en fait. Il exprime sur son visage un sentiment de plaisir. En plus de ça, il fait un truc très creepy. Attention, je vais le faire pendant 3 secondes. Il fait ça, tu vois, il fait ça, en haut et en bas. Il fait des mouvements de langue sur la bouche. C'est voilà. Il est très content le gars. Julia, ça la met bien mal à l'aise et elle se retourne pour regarder les autres décorations. Et même pas 2 minutes après, quelqu'un lui tape sur l'épaule. Elle se retourne et en face d'elle se trouve ce monsieur. Ce pervers, je vous le dis tout de suite. Il lui dit « Alors, j'ai pu voir que tu aimais bien toucher des boules. Tu as trouvé ton bonheur ?» Bon, qu'on se le dise, Julia ne s'attendait pas à une telle phrase, hein, donc elle reste sans voix en fait. Du coup, il enchaîne en lui disant « Si jamais il te faut plus de boules, tu peux compter sur moi. » Il lui dit ça en rigolant, mais avec un rire bien beauf et creepy. Julia le regarde et fait genre de rire un peu en mode « Ah ». Ok. Et hop, elle part en direction d'une autre allée en espérant que le gars ne la suive pas. Elle ne le voit pas et elle respire un petit peu en se disant bon, c'est derrière moi, c'est passé, c'était juste un relou comme ça. Et notre histoire continue car très peu de temps après, qui vient lui taper à l'épaule une nouvelle fois? Le père Vito. Ça veut dire le pervers. Et je dis pas ça pour rien car au moment où il lui a tapé dans l'épaule, eh bien elle tenait dans ses mains une canne à sucre rouge et blanche assez grande pour Noël. Et il va ouvrir sa bouche et lui dire « Oh tiens ma coquine, tu aimes les gros engins? J'ai ce qu'il te faut si t'es partante. » Là bon, elle lui dit qu'elle aimerait faire ses achats de Noël tranquille et qu'elle n'a pas besoin de ce genre de commentaires déplacés. En entendant ça, le pervers va juste partir et sortir de l'allée. Julia elle se dit oh c'est bon, c'est quoi ce mec? Il me veut quoi là? Ça commence à me faire chier. Elle continue à faire le tour des rayons et ça fait un petit moment que monsieur n'est pas apparu. Alors elle commence à se dire qu'il est sorti du magasin et qu'elle est tranquille. À un moment, elle est vers des décorations avec des chaussettes de Noël qu'on met sur la cheminée. Et il y a un assez grand Père Noël qui fait dans les 1,50 m. Elle le regarde un petit peu et elle se dit qu'effectivement ça pourrait être une bonne décoration pour la maison. Alors elle se baisse pour aller voir le prix qui est tout en bas. Sauf que quand elle fait ça, elle peut voir apparaître à côté d'elle des jambes. Et là elle se dit mais me dites pas que c'est ce que je pense. Elle se lève et oui. C'est bien lui. Il la regarde de nouveau en rigolant et se met devant elle, entre elle et le Père Noël. Il va alors se mettre à pointer le Père Noël et dit à Julia « Oh que Dieu me bénisse, je suis tombé sur une petite cochonne qui veut coucher avec le Père Noël. Eh bien je vais acheter un costume là-bas et on peut faire ça dans ma voiture si tu veux. » Là ça y est, Julia elle en peut plus. Elle lui gueule dessus que c'est un vieux dégueulasse et qu'il doit se casser. Sinon, elle appellera la police. Il va alors se barrer en reculant et se mettre à chanter « All I want for Christmas is you » en la pointant du doigt. Si jamais ça veut dire tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. C'est bien creepy. Julia, elle en peut plus. Elle se dit vas-y c'est quoi ce mec? C'est pas possible, j'en peux plus. Elle prend alors son téléphone et téléphone à son frère qui travaille pas si loin de la zone où elle se trouve. Elle lui explique la situation et 15 minutes après, il la rejoint dans le magasin et ils vont continuer les achats de Julia. Et pendant tout ce temps, Père Vito n'est pas présent. Mais au moment de ranger tous les achats dans le coffre de Julia, elle peut voir ce gars à 50 mètres plus loin au volant de sa voiture. Il la regarde comme d'habitude et il fait son truc avec la langue sur les lèvres. Et Julia dit alors à son frère que c'est ce gars là-bas
qui l'a harcelé dans le magasin. Son frère il lui dit tu me dis si tu veux je peux aller le voir et m'expliquer un petit peu avec lui. Julia lui dit que non, ça sert à rien, c'est un vieux gars en fin de vie et qu'il cherche de l'attention. Le temps passe après cet événement et arrive le réveillon de Noël. Tout se passe bien avec sa famille et le lendemain, le jour de Noël donc, elle se rend à sa boîte aux lettres à un moment dans la journée. Et en l'ouvrant, elle trouve un paquet cadeau. Pas hyper grand, mais voilà, elle est contente. Elle se dit que c'est un membre de sa famille qui lui a fait un cadeau en partant. Sur le coup, elle est vraiment contente. Elle a totalement oublié l'histoire du pervers, hein. Mais toi, tu te doutes bien que si je t'ai raconté tout ça, c'est pas pour rien. Elle rentre chez elle, elle se pose sur le canapé pour ouvrir son cadeau. Elle l'ouvre et elle se demande qu'est-ce que c'est. Au début, rien de grave dans la boîte. Il y a une enveloppe de Noël et en dessous un autre cadeau. Elle prend alors la lettre et elle l'ouvre. Et dedans, elle peut voir l'horreur. Alors, il y a une carte de vœux pour Noël, mais dedans il y a également une photo. Mais attendez, je vais vous lire un petit peu la lettre et après je vous décrirai la photo. Bonjour ma charmante demoiselle, je t'ai envoyé plusieurs cadeaux pour que tu puisses te faire plaisir en cette magnifique journée qu'est Noël. Signé ton Père Noël bouillant à toi, ma jolie Mère Noël cochonne. Maintenant, passons au fameux cadeau. Dedans, il y a une photo du pervers sur un fauteuil et il porte un costume de Père Noël. Enfin, surtout le haut car en fait il n'y a pas de bas. Et le haut, comment dire, il est ouvert et le mec est torse nu. Voilà. Et là, je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu à la traduction. Mais comment dire, eh bien sur la photo, il est avec son engin chargé à la main. Alors oui, je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est encore plus dur à raconter pour moi, même si c'est la deuxième fois. Et si c'est pas suffisant comme cadeau, eh bien il en reste un autre. Vous savez, il y avait un petit cadeau. Et dans ce cadeau, eh bien il y a une éprouvette avec une substance qui ressemble à de la semence. Voilà. Alors Julia, elle a pas vérifié, hein. Elle a tout simplement mis ça à la poubelle. Elle a décidé que ça allait trop loin comme histoire et effectivement, ça va bien trop loin. Alors elle fait quelque chose d'hyper sensé. C'est appeler la police, qui au début pense que tout ça n'est qu'une blague. Elle leur confirme que non et plus tard 2 officiers de police arrivent chez elle. Elle va leur dire qu'elle a mis tout ça à la police et effectivement ils vont constater très vite que ce n'est pas une blague. Pourquoi? Eh ben Julia ne le sait pas trop car le gars a carrément donné une photo de lui tout nu, quasiment. Donc c'est un petit peu dur de se tromper de gars, mais elle a une conclusion, c'est qu'elle se dit que la police en a profité pour se faire des petites fêtes de fin d'année. Et même après les fêtes, elle a quasiment pas eu de nouvelles. Elle sait juste que le pervers a été questionné, mais elle ne sait pas s'il a été arrêté. Mais en tout cas, elle n'a pas été appelée à témoigner ou quoi que ce soit dans le genre. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire glauque, chelou, creepy, pervers, je sais pas comment l'appeler. Je peux vous le dire, normalement c'est une histoire d'horreur, mais c'est vrai que malheureusement, au début quand je l'ai lu, je me suis dit mais il y a un côté ironique, même si ça l'est pas, tu vois, pas du tout. Mais c'est tellement à un niveau de beaufitude que c'est trop, puisque en plus d'être beauf, le gars il passe quand même à l'action à un moment. Et il pourrait juste dire des trucs beaufs déjà très déplacés, mais il passe carrément à l'action, et en plus de ça, il sait où elle habite. Et ça c'est très creepy, parce que ça veut dire que soit il la suivait en voiture à un moment, soit je sais pas comment il fait pour avoir son adresse, mais en tout cas c'est très chelou. Et parlons pas des cadeaux qui sont très bizarres. Et en espérant que ça ne devienne pas une habitude pour lui, qu'à chaque Noël il lui fait tiens petit cadeau, c'est le Père Noël qui te donne un cadeau. Non, ça devient bien creepy. Mon histoire s'est déroulée en juin 2021. J'habitais à l'époque à Bordeaux, entre la place de la Victoire et la gare Saint-Jean, pour ceux qui savent. En tant que bonne étudiante, j'étais à une soirée étudiante sur la place de la Victoire. Il est 3 h du matin, je décide de rentrer à pied chez moi, car j'ai que 10-15 minutes à pied pour rentrer. Je marche tranquillement, mais je sens qu'une personne est derrière moi et me suit. J'arrive sur la place où se trouve le bâtiment dans lequel il y a mon appartement. Je suis à même pas 2 minutes de chez moi. Sur ma droite se trouvent des vitrines. La nuit, ça fait des reflets. Et je vois qu'il y a un homme à capuche, vêtu de noir plus loin derrière moi. Dans ma tête, je me suis dit que si je partais en courant jusqu'à chez moi, il me rattraperait, puisque la porte du bâtiment s'ouvre avec un badge et la porte est assez lourde. Donc j'ai pensé à une stratégie pour me faire gagner quelques secondes et rentrer chez moi sans me faire attraper. Je remercie les nombreuses threads d'horreur que j'ai regardées qui m'ont donné cette idée. Je prends mon téléphone et je cherche sur YouTube une sonnerie appel iPhone. Et je fais genre qu'on m'appelle. Je m'arrête et je fais comme si je cherchais un ami. Je me retourne vers le mec pour qu'il voie que je l'ai vu. Et il s'arrête aussi. Et là il me tourne le dos et fait marche arrière. Je saisis ma chance et je pars en courant.
J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai gagné quelques secondes car il n'a pas capté que j'étais parti vu qu'il me tournait le dos. Il capte quand même et se met à me courir après et à crier. J'ai à peine le temps de déverrouiller ma porte, l'entrouvrir et passer dans l'ouverture de profil et de refermer la porte derrière moi pour la reverrouiller. Une seconde plus tard, le mec arrive devant la porte. Je reprends mon souffle, toujours les mains sur la porte pour la maintenir fermée. Même si elle est verrouillée, je me dis qu'elle pourrait lâcher. Le gars est toujours là. Il sourit avec un sourire de psychopathe. Et il dit juste « tu as eu de la chance ». Et je décide de partir du hall d'entrée pour rejoindre mon ascenseur. Je l'entends essayer d'ouvrir la porte. Il pousse des cris. Il tape et il m'insulte de jolis noms mais la porte ne bouge pas. Je ne me retourne pas et je rentre chez moi. Je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui venait de se passer. Je ne suis pas sorti de chez moi durant plusieurs semaines après ça. J'observais depuis mes fenêtres sans jamais l'apercevoir de nouveau ou le recroiser des semaines plus tard. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Alors au fait, c'est une histoire d'une abonnée et j'ai écrit Bordeaux, poursuivi, soirée, move de génie. Voilà, c'est le nom du document comme je l'ai écrit. Voilà, c'est une soirée à Bordeaux et la fille a failli se faire, on sait pas, kidnapper, qu'est-ce qu'il allait faire, mais en tout cas, il le dit, il avait pas de bonnes intentions. Donc oui, le truc du tu vas chercher sur YouTube un appel iPhone, ça peut marcher. Bon, c'est vrai que si tu as un Nokia 3310, peut-être que le mec il va te gauler. Donc faites attention aussi. Bref, trêve de plaisanterie, bravo pour ce move de génie, et on va passer à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée l'année dernière. Lorsque j'ai vécu cette histoire, j'étais en école primaire dans une école vraiment merdique. Le système là-bas était nul et elle était située dans une zone dangereuse de la ville dans laquelle je vivais. En fait, je me suis juste souvenu de l'histoire parce qu'il était si habituel que des choses comme ça se produisent là-bas que pour moi c'était tout simplement normal. Alors je l'ai oublié. Mais en y repensant maintenant, je me rends compte que ce n'était pas normal. J'étais donc en classe d'éducation physique et nous faisions des tours autour de l'école sur le trottoir pour nous étirer. J'étais avec mon groupe d'amis de 5 filles et nous marchions derrière comme toujours parce que pendant ce temps-là on parlait des dramas qui se passaient dans l'école. Nous marchions donc et parlons de nos petits trucs lorsqu'un camion rouge a ralenti à côté de nous. Ce n'était pas inhabituel, chaque fois que nous marchions à l'extérieur de l'école, un homme effrayant ralentissait. Donc nous n'y pensions pas et continuions à marcher en l'ignorant. Nous avons revu son camion 2 ou 3 fois de plus. Il roulait autour de l'école et ralentissait à chaque fois qu'il passait devant nous. Alors nous avons décidé d'en parler à notre professeur qui nous a fait retourner à l'intérieur, dans le gymnase. Nous avons commencé à jouer à n'importe quel jeu lorsque le professeur est venu me voir. Et il m'a dit qu'on m'avait demandé d'aller au bureau principal parce que quelqu'un était là pour venir me chercher. Je paniquais parce que personne n'était censé venir me chercher pendant les cours ce jour-là. Et j'ai pensé que quelque chose de grave était peut-être arrivé à ma mère ou à mon père ou à quelqu'un de ma famille. Alors j'ai mis mes vêtements normaux, j'ai attrapé mon sac à dos et je me suis précipité au bureau. Quand je suis arrivé, la dame m'a dit qu'il y avait un homme qui m'attendait devant les portes principales. J'étais un peu confuse parce que d'habitude quand mes parents venaient me chercher, ils attendaient dans le couloir jusqu'à ce que j'arrive. J'ai jeté un coup d'œil à travers la porte vitrée et j'ai vu un vieil homme. Je n'avais jamais vu cet homme une seule fois dans ma vie. Je suis rapidement retourné au bureau et j'ai dit à la dame que je ne le connaissais pas. Et ce qu'elle m'a dit m'a ensuite fait très peur. Elle m'a dit qu'il avait dit qu'il était un ami de mes parents et qu'il lui avait demandé de venir me chercher parce que ma mère avait eu un accident de voiture. Il a donné à la dame mon prénom et mon nom de famille, mon âge, le nom de ma mère et la classe dans laquelle j'étais. J'ai été choqué et je lui ai immédiatement demandé si je pouvais appeler mes parents pour confirmer. Alors j'ai appelé mon père et il m'a dit que ma mère allait très bien et que lui était au travail. La dame m'a alors juste demandé de retourner en classe. Et je n'ai jamais revu cet homme. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé après mon départ et comment a-t-il su toutes ces informations sur moi. Mes parents en ont parlé aux policiers et il n'y a jamais rien eu. Nous n'avons jamais eu de réponse. Depuis que c'est arrivé, j'ai déménagé dans une ville beaucoup plus sûre. Et j'espère que je ne reverrai jamais cet homme. Voilà, c'est ainsi que ça se termine. Et oui, on espère que tu le reverras jamais. Et par contre, c'est quand même fou de se dire, imagine, la personne elle se dit ouais c'est normal, on était à l'école mais il y avait des gens qui rôdaient autour de notre école, des vieux monsieur qui venaient avec un camion. Waouh, je sais pas où ça se passe pour que effectivement ils en soient à ce niveau là de ouais c'est normal, tu vois. C'est peut-être déjà je vous le dis il était pas sur le Reddit français donc je sais pas où ça se passe mais c'est tendu, je vous le dis. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Bonjour, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à l'été 2020,
pendant que j'étais en vacances en bord de mer. J'avais 16 ans à ce moment et je suis habitué du camping où j'étais étant donné que j'y vais tous les ans. J'ai des amis là-bas que je vois en général qu'à cette occasion. À ce moment-là, il faisait nuit et il restait que moi et un autre de mes potes et on était posés sur la digue. On voit de nombreuses personnes passer comme chaque soir, mais on remarque qu'il y en a tout de même plus que d'habitude. Avant de comprendre qu'en plus d'un camp d'évangélistes qui se trouvait juste à côté de notre camping, il y avait probablement des gens du voyage dans les alentours. On a l'habitude, on n'y fait pas du tout attention. On a juste des précautions dans le camping pour la nuit sans plus. Et c'est pour les adultes qui gèrent, au vu de leur mauvaise réputation. Fatigué, ils décident de rentrer. Mais personnellement, j'ai trop d'énergie. Je décide d'aller en ville me balader. Je prends un petit chemin classique dans des petits quartiers pavillonnaires assez aisés en haut de la falaise. RAS, tout est calme. Arrivé en ville, beaucoup d'ambiance. Et ce qu'on pensait se confirme. Il y a également des gens du voyage présents dans le secteur. Difficile de les louper. Je me sens pas spécialement à l'aise au vu de la masse et des groupes autour de moi. Je continue quand même de me balader. Je fais un tour de la ville et j'admire la mer. Bon, de nuit c'est pas pratique. Après ça, je me décide enfin à faire chemin inverse pour rentrer. Ça prend environ 40 minutes. Je remarque en repassant sur les remparts, je sais pas trop comment appeler ça, qu'il y a moins de monde et que des gens se prennent la tête, qu'ils sont alcoolisés. Certains probablement sous petits bonbons. Bref, j'accélère le pas. J'arrive dans les quartiers calmes et reculés de la ville. Je peux enfin ralentir et réécouter ma musique en paix. Il fait nuit noire dans ces quartiers. Il est environ 1h du matin. Par réflexe de précaution, je me retourne voir partout autour de moi et je soupçonne une silhouette dans le fond de la rue. Mais avec tous les poteaux, lampadaires, panneaux, voitures, etc., rien d'alarmant de voir des formes pas très compréhensibles dans l'obscurité. Je m'enfonce dans les petits quartiers pavillonnaires et je me sens de plus en plus mal à l'aise. J'enlève mon casque et je le range dans mon sac. Je suis à l'arrêt en plein milieu de la rue et en même temps que de le ranger, portable main gauche, le reste main droite, je me baisse sans m'accroupir de manière à voir mon sac mais aussi pouvoir observer furtivement derrière moi. Et je distingue légèrement la même forme qu'au début, mais à la même distance. J'en suis persuadé que quelque chose ne va pas. Je suis convaincu que j'ai été discret en regardant de cette façon. Je repars et accélère le pas de nouveau. Je diminue la luminosité de la lampe de mon téléphone portable. J'ai eu une idée. Je continue sur mon chemin classique et à un moment aléatoire, je me retourne en pointant la lampe derrière moi. La forme est trop loin. Je ne vois qu'une masse sombre. J'augmente à nouveau au maximum la lumière, toujours trop loin, il manque quelques mètres. S'offre à moi deux solutions. Faire mine de rien et continuer mon chemin à avancer pour en avoir le cœur net. Je suis grand, 1m90, sportif, donc capable de fuir. Mais l'autre aussi semble avoir cette carrure. Aucune certitude que je puisse lui échapper si ça dérape. Je prends l'option A. Je me dépêche, j'arrive sur le bord de la falaise. Je vois la digue et le parking de mon camping, avec juste le parking d'éclairé. Il reste 15 minutes de marche en temps normal. Je m'arrête subitement et là j'en suis sûr. Il y a quelqu'un. En tournant légèrement la tête, j'ai revu cette personne. Entendu un caillou au sol être tapé. Et surtout, en changeant d'angle, on distingue mieux la forme du corps. Je repars encore plus vite tout en marchant. Toujours derrière, l'impression qu'elle se rapproche. Je descends la falaise. Je me retourne voir la descente. Personne. Disparu. Je me pose une minute. Je m'interroge. Est-ce que j'ai halluciné? Je tourne ma tête à droite vers une route qui mène au centre et mon sang se glace. À environ 30 mètres, il est là. À la sortie de ce quartier résidentiel. Il a pris la route pour les voitures pour échapper à ma vue. La panique monte et je remarche vite fait. Il suit. Soudain, je perçois des lumières et des sons au fond de la digue. 1 kilomètre de long, je dirais. Au premier pas que j'ai mis dessus, je me suis lancé dans un sprint. J'ai éteint ma lumière et j'ai couru aussi vite que je le pouvais. Il suivait sur le deuxième niveau, 1 mètre au-dessus. Je l'entendais, mais pas l'impression qu'il me rattrapait. J'arrive au niveau du groupe que je pensais avoir repéré et bingo, un groupe de jeunes. Ce sont les évangélistes qui sont juste derrière le camping. Ils comprennent pas ce que je fais et je leur explique. Et ils regardent tous dans la direction de la digue. Et 3 gars vont dans la direction là. Ils sont passés derrière la digue avant de réapparaître dessus avec un gars qui courait vers la ville à fond. Ils reviennent et ils étaient sur 2. Le gars était très étrange. Il cherchait à se cacher. J'ai fini la soirée en rigolant avec eux. Les jours suivants, en les croisant, on rigolait ensemble. Ils étaient super cool. Ceci dit, dans la nuit au camping, des rôdeurs ont été vus, dont un qui, d'après ce qui a été dit, ressemblait à ce mystérieux homme, habillé en noir, environ 1m85-90, sportif et au comportement étrange. On a soupçonné les gens du voyage comme d'habitude, mais je pense personnellement que cet homme n'en était pas un. Il avait l'air de connaître beaucoup mieux que moi les lieux, et il était trop sûr de lui. Qui était-ce? On ne le saura jamais. Petite morale de l'histoire qui a été écrite par la personne qui raconte ça, les routes éclairées c'est cool,
Ne vous basez pas sur les préjugés des communautés et restez sur vos gardes pour fuir au bon moment. Je continue d'emprunter ce chemin étant le plus rapide, mais à présent, j'ai en tête des chemins alternatifs parfaits pour perdre quelqu'un qui ne connaît pas assez bien les lieux. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Franchement, j'ai pas énormément de choses à dire sur cette histoire, je pense que là, il y a vraiment rien à dire. Il y a un mec hyper chelou qui lui veut du mal. Qu'est-ce qu'il veut? On sait pas du tout. Heureusement, il était à bonne distance et que la personne qui raconte ce thread est plutôt sportive. Donc oui, quelque chose que t'as pas envie de vivre. Alors, comme j'ai rien d'autre à dire, on va passer au prochain thread d'horreur. Voilà. Tout simplement. Alors juste avant de commencer ce dernier thread d'horreur, je t'invite à mettre ton plus gros pouce bleu et un abonnement si c'était pas déjà fait. Parce que si t'en es là, c'est que t'as kiffé la vidéo. Donc si tu peux prendre 3 secondes de ton temps, t'avoue que ça m'arrange beaucoup. Je sais, c'est peut-être chiant, hein. Il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est chiant, il force un peu. Ouais, mais toi, ça te prend 3 secondes de ton temps. Sauf que moi, rien que raconter cette histoire-là, elle fait 10 pages, donc ça va prendre quelque chose comme 20 minutes à peu près. Donc, tu vois, 3 secondes, 20 minutes, rien que pour cette histoire-là. Donc, voilà, je te raconte pas tout le détail. Bref, je vais pas t'ennuyer plus que ça, on va continuer tout de suite. Cette histoire s'est passée l'année dernière, lorsque je devais faire un stage obligatoire pour le lycée. J'avais 16 ans. J'habitais dans une petite ville qui ne dépasse pas les 10 000 habitants et dans laquelle se trouvaient pas mal de boutiques, boulangeries, magasins de vêtements indépendants, carrefours, boucheries. Ils étaient tous accessibles à pied à moins de 5 minutes. À ce moment-là, c'était bientôt les vacances d'été, donc il faisait extrêmement chaud. J'ai donc envoyé ma convention de stage au patron de la boulangerie qui a accepté de me prendre pendant une semaine. Les horaires étaient de 7 h du matin à 13 h, du mardi au samedi, sauf le jeudi qui était donc le seul jour de cette semaine de stage où j'étais présente l'après-midi dans la boulangerie de 13 h à 18 h. Il faut savoir que dans cette boulangerie, il y a 3 employés qui ne travaillaient pas aux mêmes horaires et une alternante qui apprenait le métier. L'une de mes collègues temporaires, Marie, est une vieille femme divorcée qui est très chaleureuse comparée aux autres employés qui n'ont jamais l'air contentes d'être là. Elles étaient même encore plus aigries d'avoir à gérer une stagiaire. Il faut aussi savoir que la boulangerie se trouve dans l'angle de rue d'un carrefour de 3 rues. Le bâtiment fait donc la forme d'un triangle et la porte d'entrée en est la pointe. Derrière les baguettes et pains qui sont exposés, il y a un couloir qui mène à une arrière-cour qui longe la rue. Il y a un massif portail noir qui permet donc de faire entrer des camionnettes lors de livraison. Le portail est d'ailleurs toujours fermé. Le mardi se passe plutôt bien, même si je galère un peu à faire fonctionner la caisse. Les clients passent, certains viennent à vélo. Finalement, tout va bien et je vends mes premières viennoiseries. Sauf qu'il y a une femme qui fait des allers-retours. Elle semble à chaque fois vouloir rentrer dans la boulangerie, mais ne passe jamais la porte. Le mercredi, je revois cette femme. Cette fois-ci, elle descend de son vélo pour aller sur le trottoir qui longe la boulangerie, en sachant qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient d'être servies ce jour-là. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur de la boulangerie comme si elle voulait vérifier que les vitrines soient bien remplies. J'en parle rapidement à Inès, une employée du matin, qui me parle un peu de cette cliente. Inès me dit que la boulangerie a déjà eu des problèmes avec elle, comme quoi elle aurait déjà essayé de voler des canettes dans le frigo. Inès me précisait aussi que cette cliente, dont je ne connais pas le nom, fait des tours de vélo dans le but de demander de l'argent à tous les passants dans la rue, en particulier à ceux qui viennent à la boulangerie, parce qu'elle sait qu'ils viennent pour acheter et qu'ils ont de l'argent sur eux. Le jeudi, j'ai fait ma première grasse matinée de la semaine et j'étais refaite. J'étais aussi très heureuse pour un autre événement que j'avais très hâte qu'il se passe le soir même. Je rentre dans la boulangerie un peu plus tôt car je m'ennuyais et c'est noir de monde. Tout le monde fait la queue pour avoir un sandwich. Donc j'essaye d'aider au mieux Marie que je venais tout juste de rencontrer. Nous n'avons eu le temps de parler qu'à 14 h 30 environ et très bonne surprise. Marie est super gentille. Elle a beau pouvoir être la mère de mes parents, elle est extrêmement gentille avec moi et fait tout pour entamer une discussion lorsqu'il n'y a pas de clients. Au fil des minutes, elle me fait confiance. Je lui explique que je suis là depuis 2 jours, que j'aime beaucoup ce que je fais et ça me fait passer le temps. Marie me raconte également quelques passages de sa vie auxquels je réagissais, ce qui la faisait rire. Soudain, panne de clim. Il faisait très chaud dans la boulangerie. Les fours derrière étaient encore en marche pour refaire des tournées de baguettes. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée dans la boulangerie, donc impossible de créer un courant d'air pour nous rafraîchir. Et de toute façon, il n'y avait pas un souffle de vent à l'extérieur. Nous continuons avec Marie de travailler. Je passais le balai quand soudain, Marie me demande d'aller jeter les poubelles. Elle me dit qu'il faut que je mette le sac dans la poubelle la plus à droite. Je sors, je mets le sac dans la poubelle et je remarque juste avant de jeter le sac que la poubelle est pleine à craquer de baguettes qui n'ont pas été vendues. Je suis étonné qu'autant soit jeté. Surtout qu'il y a les restos du cœur à 2 rues à peine. Je lâche le sac et retourne à l'intérieur où je retrouve Marie, toujours en train de servir les clients.
La journée augmentait ma fatigue et la journée passait de plus en plus lentement à tel point où je comptais les minutes qui restaient. Surtout que j'avais envie de fumer, ce qui n'arrangeait rien. Marie me dit soudainement qu'elle va aller fumer dans la petite cour arrière, là où je venais de jeter le sac poubelle, et que je ne peux pas l'accompagner parce qu'on ne peut pas laisser la boutique sans personne pour s'occuper des clients qui arrivent. Je lui dis qu'il n'y a aucun problème et je m'occupe de gérer le magasin. Pendant quelques minutes où je me retrouve seul dans la boutique, je remarque que la jeune femme à vélo, la cliente qui gratte des centimes aux clients de la boulangerie, tourne encore dans les quelques rues. Elle finit par s'immiscer dans l'une d'elles. Lors des 5 prochaines minutes, je ne la revois plus. Puis Marie revient. 15 minutes plus tard, je remarque qu'elle a une tasse de café vide dans la main, un bloc-notes de commande couvert de post-it et que sa pause clope est finie. Elle me tend alors une cigarette que j'accepte volontiers avant de filer dans l'arrière-cour. Je me retrouve alors seul et essaye de trouver un petit coin d'ombre parce que le soleil tapait beaucoup trop fort. Je trouve ça près d'une petite cabane et j'allume ma cigarette. Quelques voitures passent mais à part cela, il n'y a aucun bruit. Pas un oiseau, pas de bruit d'eau, ni même de passants qui parleraient dans la rue. Soudainement, le portail se met à bouger dans un grand bruit de fer comme si quelqu'un venait de taper dedans. Ma cigarette étant seulement à moitié consumée, je décide de me rendre près du portail d'une lenteur affolante. C'est avec grande surprise que je vois la cliente de tout à l'heure, en train d'escalader le portail. Mon cœur s'affole parce que je ne sais absolument pas quoi faire. Il y a des caméras de surveillance dans la boulangerie, mais pas dans l'arrière-cour. Honnêtement, je me chie dessus. Elle ne me voit pas du tout parce qu'elle fonce dans la poubelle dans laquelle j'ai jeté un sac quelques secondes avant. Elle en sort plusieurs dizaines de baguettes qu'elle fourre dans un sac à dos. De mon côté, je suis tétanisé. Il fallait que ça tombe sur moi, une stagiaire. Et surtout, il fallait que ça m'arrive au moment où je suis toute seule dehors. Elle fait alors tomber une baguette dans sa précipitation, car elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit d'être ici. Et pendant qu'elle se penche pour ramasser la baguette qu'elle a fait tomber, elle me voit du coin de l'œil. C'est à ce moment-là que je ne sais pas comment réagir. J'ai extrêmement peur. Inès m'avait aussi dit que ce genre d'événement était arrivé avec cette cliente, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que cela m'arrive à moi. Elle me regarde de haut en bas et en une fraction de seconde, elle se jette sur moi. Je cours à l'autre bout de la cour, mais elle me lance une baguette sur la tête pour que je m'arrête. En écrivant ça, je rigole, mais sur le moment, c'était pas drôle. Arrivée dans un cul-de-sac, elle est juste à côté de moi. Et elle m'arrache ma cigarette qu'elle porte à sa bouche. Elle fume dessus comme si c'était une addict à la nicotine qui n'a pas touché une cigarette depuis plusieurs semaines. D'un seul coup, elle me regarde en me disant « Étoile ». La seule chose que je trouve à lui répondre c'est « Hein ?» avec les grands yeux ouverts. La voleuse me jette alors la cigarette dessus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le principe de l'étoile filante avec les cigarettes. Je sais toujours pas ce que c'est, alors peut-être que justement parce que tu la jettes, ça va aussi vite qu'une étoile filante. Je sais pas. Bref, elle a jeté son sac au-dessus du portail. Elle est montée sur la poubelle qu'elle venait de fouiller pour mieux passer par-dessus le portail. Puis elle est partie, sans dire un mot. Quant à moi, je suis resté dehors, sans rien dire, en regardant un coup le mégot au sol, un autre le portail. Je suis rentré dans la boulangerie sans le dire à personne, même si Marie a remarqué mon état un peu superficiel. Je n'en ai jamais parlé, jugeant que ce n'était pas nécessaire. J'ai alors refusé de sortir les 2 jours qui restaient, et je déteste lorsque mes amis disent étoile. Ok, je viens de regarder sur internet et je sais toujours pas ce que c'est étoile avec une cigarette. Voilà, donc t'hésites pas à me le dire en commentaire parce que vraiment je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, bon j'ai jamais fumé de ma vie. Enfin si, j'ai fumé une fois quand j'étais en 3ème je crois. Et c'était de la merde, voilà je le dis, c'était de la merde. Donc s'il vous plaît, ne fumez pas, je vous le dis. S'il vous plaît, ne le faites pas, vous dépensez de l'argent, faites autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis bien conscient. Mais voilà, je tenais aussi à le dire, la fille a 16 ans quand elle raconte ça et elle fume déjà des cigarettes. C'est fou. Essayez d'arrêter, enfin essayez, tu vois, au moins essayez. Ça vous nique la vie, il y a beaucoup mieux à faire. Mais comme dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour ce qui est du thread d'horreur, bah vraiment flippant. J'ai écrit en texte une femme mongole pour du pain. C'est vrai que là, elle est peut-être un peu barge et peut-être qu'elle est aussi dans le besoin. Donc c'est vrai que peut-être que la boulangerie pourrait les filer au resto du cœur ou quoi, je sais pas. Sachant que quand tu fais des dons, peut-être c'est un peu déductible des impôts et tout. Donc à voir de ce côté-là. Parce qu'effectivement, bah, la personne, elle a l'air d'être dans le besoin quand même. Ou peut-être qu'aussi... Enfin, à mon avis, elle est besoin dans tous les sens. Soit elle est dans le besoin financier, soit besoin mental. Donc il faudra aller consulter, clairement. Bonjour,
Ça fait 2 ans et 4 mois précisément que je suis avec mon copain et sa mère me met vraiment mal à l'aise. Pour le contexte, on habite encore tous les deux chez nos parents, et assez loin l'un de l'autre, donc à 2 heures de transport en commun. Ce qui fait que l'on se voit seulement les week-ends. Le problème, depuis le début de la relation, est sa mère. Elle se comporte comme si on était en compétition. Toutes les deux. Elle me fait savoir que je la dérange dans sa relation avec son fils. Elle dit des choses comme « Oh, laisse-moi mon fils un peu, il te fait plus de bisous à toi qu'à moi. » Elle ne m'accepte pas dans les repas de famille, ni pendant leurs vacances, car elle veut être seulement avec son fils. Quand il vient chez moi, elle me reproche de lui voler et l'appelle pour lui demander de rentrer. Par exemple, alors qu'on devait se rendre chez son grand-père pour un repas avec sa famille, sa mère a appelé mon copain 30 minutes avant que je vienne pour finalement dire qu'elle ne veut plus que je sois là, que je vais les déranger et qu'il serait mieux qu'elle soit qu'avec son fils pour ce repas. Le problème étant qu'on se voit que très rarement. Les moments qu'on passe ensemble sont rares et précieux pour moi et que maintenant, on ne va plus se voir pendant 1 mois. En parallèle, ma famille accepte toujours mon copain dans les événements de famille et au contraire, ils sont très contents qu'il soit là. Moi, de mon côté, je ne me sens pas accepté dans sa famille, notamment à cause des réactions de sa mère. Et ça me met vraiment mal à l'aise d'avoir l'impression de déranger, ou simplement que sa mère me considère comme une ennemie. À noter qu'elle a empêché plusieurs fois qu'on se voit, notamment pour le jour de nos 2 ans, et que ça a donné lieu à des disputes avec mon copain. Est-ce que je suis légitime de trouver son comportement dérangeant, ou est-ce que j'exagère? Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur qui pour certains vont me dire c'est pas horreur nanani nanana, mais voilà, je fais ce que je veux sur la chaîne. Voilà, donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de compromis. Je pense que c'est pas cool, effectivement, déjà, alors... Clairement, le move pour les 2 ans, j'aurais pas accepté. Là, le copain, il devrait peut-être un petit peu se rebeller contre sa mère. Faut pas déconner, hein. T'es pas son larbin. Et puis c'est un petit peu creepy le truc de « il fait plus de bisous à toi qu'à moi ». Un petit peu bizarre la relation mère-fils, hein, là. Je pense que... Enfin, c'est bizarre. Chelou. J'en dirai pas plus, on va passer au prochain thread d'horreur. Salut à tous, je m'appelle Hanzo, j'ai 18 ans et cet été, avec des amis, on a passé une semaine de vacances qui a très mal tourné. C'était le 20 juillet avec 3 amis à moi, on est parti en Italie pour l'anniversaire d'un gars du groupe qui s'appelle Quentin. Il fêtait ses 19 ans et on est parti chez sa famille pour qu'il les revoie. Donc on part avec une camionnette aménagée comme une chambre de voyage. Et de la région de Bordeaux à la frontière italienne, on a mis 12 heures avec les pauses. On arrive en Italie, on passe 2 heures dans des tunnels pour ensuite voir le paysage magnifique. Et tout se passe bien jusqu'au soir. On allait vers Bénévent, donc on était passé par la montagne. Arrivé à un moment, la nuit tombe. Il ne restait pas longtemps à rouler, à peu près 1 heure. Et une voiture nous suivait depuis un moment. On s'est dit c'est rien, il va dans la même direction donc on continue. Et tout se passe bien. Jusqu'au moment où un des amis, Thomas, avait envie de pisser. Donc on s'arrête sur le côté de la route où c'était assez plat pour qu'on s'installe pendant 5 minutes. Et je sais pas comment mais on a eu l'idée d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait autour de nous dans la montagne. Donc on prend de quoi voir, une lampe et c'est tout. Rien pour se défendre. Et on fait le tour un petit peu du sentier jusqu'à entendre une voix d'homme crier à plein poumon. On s'est regardé et on a rigolé sur le coup. Ensuite, le silence s'est installé. Thomas, Quentin et moi, on était stressés. Mais le dernier du groupe que l'on va appeler Clément, lui est vraiment naïf. Mais d'une force, il se disait non, c'est rien les gars, on y va. On lui dit que non, on y va, mais prudemment, que c'est possiblement dangereux. Et il se met devant et il marche jusqu'au véhicule mais très vite, très pressé. Et arrivé sur le terrain, on s'est caché pour observer. Sauf Clément qui a continué sa route. Et là on a vu la voiture qui nous suivait, arrêtée derrière notre camionnette. Et 5 hommes étaient là et ils nous cherchaient. Et la seule personne qu'ils ont vue, c'était Clément. Ils l'ont immobilisé et mis dans le coffre de la voiture. Ils ont continué à nous chercher et ils nous ont pas trouvés. Mais la police, par chance incroyable, est passée par là. Et ils ont commencé à parler avec les hommes. Et je ne sais pas ce qu'ils se disaient, je parle pas italien. Mais Quentin disait qu'il demandait qu'est-ce qu'il faisait là si tard. Et les hommes n'ont même pas eu le temps de répondre qu'ils ont entendu Clément dans le coffre. Ils ont donc ouvert le coffre et arrêté ces hommes. Par la suite, nous sommes sortis de notre planque pour rejoindre la police. Quentin leur explique la situation. On va chez de la famille pour son anniv, etc. La police nous dit de faire attention et embarque les hommes en nous disant de venir faire une main levée ou de rapporter l'incident, je sais pas comment ça s'appelle en Italie. Par la suite, on reprend la route. On arrive chez la famille à Quentin et tout s'est bien passé. Le retour également. Suite à cette expérience, je pense acheter une arme blanche, comme un couteau de défense, ou quoi, puisque c'est très effrayant comme événement.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous. Eh bah merci, on te souhaite également une bonne journée si tu passes par là. Et effectivement, c'était une histoire effrayante. Clairement, heureusement que la police est passée par là, puisque sinon les mecs, ils auraient pu essayer de regarder un petit peu aux alentours, et peut-être qu'ils auraient trouvé Quentin et ses amis. Voilà, on va maintenant passer au troisième thread d'horreur. En 2016, j'étais un adolescent sans abri et toxicomane vivant dans l'une des pires régions en Amérique du Nord. La majorité de mes journées ont été passées à faire tout ce que je pouvais pour obtenir ma dose, puis à l'utiliser dans un parc fréquenté par d'autres vagabonds, essayant simplement de s'en sortir au plus fort de l'épidémie d'opioïdes. La plupart de ces gens étaient inoffensifs, amicaux même, sauf ce jeune homme. Il semblait normal au début, calme et doux, mais de temps en temps je le surprenais en train de me regarder et ses yeux étaient sombres et presque vides comme ceux d'un requin. Les poils à l'arrière de mon cou se dressaient et j'avais une sensation étrange dans mon estomac que quelque chose n'allait pas. Un jour il s'est battu avec un autre garçon dans le parc et j'ai eu le premier aperçu du monstre en lui qu'il essayait désespérément de cacher. Les combats ne sont jamais beaux et j'en ai vu une bonne paire en vivant dans la rue, mais la rage qui a explosé de ce type dans une bagarre principalement verbale était quelque chose dont je n'avais jamais été témoin de toute ma vie. Même dans le brouillard, je pouvais sentir qu'il se passait quelque chose de terriblement mauvais dans la tête de cet homme. Quelques mois ont passé et j'avais alors trouvé un endroit pour reposer ma tête à l'intérieur et regarder les nouvelles du soir. Il s'avère que mon intuition à propos de ce type avait raison. Il s'était rendu dans une ville voisine, avait volé de l'alcool et un gros couteau, était rentré dans un lycée et avait fini par assassiner 2 jeunes filles innocentes. Pendant un certain temps, mon esprit a traversé beaucoup de « et si » et j'ai ressenti de la culpabilité pour ne pas avoir fait part de mes soupçons aux autorités. Avec le recul, il n'y avait vraiment rien que j'aurais pu dire aux flics, à part l'ambiance rébutante qu'il dégageait. Et quelque chose me dit qu'il n'aurait pas pris un junkie au sérieux de toute façon. Voilà, c'est comme ça que se termine ce court thread d'horreur. Comme il le dit, malheureusement, avec des si tu vas pas très loin, hein, tu refais tout le monde sinon. Ouais, ici nanani. Ouais, mais ça, c'est trop facile. Tu peux pas, y a pas de CTRL Z pour revenir en arrière comme sur un PC. Et comme il le dit si bien, oui, j'aurais pu aller voir la police et tout. Et comme il le dit effectivement, s'il était allé voir la police, je sais pas du tout s'ils auraient pris en compte ce qu'il disait. Voilà, je pense qu'on va passer au prochain thread d'horreur. Je suis une femme de 20 ans et j'ai pris des cours d'orchestre quand j'étais au collège. Maintenant, il est important de mentionner que j'étais une enfant incroyablement calme et timide à l'époque et que j'avais des problèmes avec la confrontation. Quand j'étais en 6e, notre professeur d'orchestre, Madame K, a quitté le poste et ils ont réembauché notre nouveau professeur. Je l'appellerai Monsieur Sébastien et il était généralement détesté par tout le monde. Il était dans la cinquantaine, au début de la soixantaine. Il était déjà imposant à cause de cela. Mais ce qui aggravait la situation, c'était la façon dont il traitait ses étudiantes. Un jour, en classe, nous avions tous du mal à jouer correctement une chanson. Monsieur Sébastien est devenu frustré et il pensait qu'aucun d'entre nous ne comprenait le rythme de la chanson. Il a regardé autour de lui dans la classe et il disait qu'il avait besoin d'un volontaire. Tout le monde se tut, y compris moi. Mais j'ai eu le malheur de croiser son regard. Il a ensuite appelé mon nom et m'a fait signe de monter à l'avant de la pièce. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas quelque chose à quoi on s'attendait. J'ai pris mon instrument, un violoncelle, pour l'emporter avec moi. Et il a dit non, 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 laisse ton instrument, je ne veux que toi. J'étais très confuse mais j'ai fait ce qu'il a dit. Je me suis rapproché de lui et il m'a demandé de me tenir devant lui. À ce stade, la classe commençait à ricaner et j'étais juste très mal à l'aise. Il m'a alors dit « Approche-toi ». J'ai fait un petit pas vers lui et à ce moment-là, j'avais trop peur pour regarder son visage. Tout ce que je pouvais voir, c'était sa chemise boutonnée devant moi. Il m'a fait marcher plus près jusqu'à ce que je sois à quelques centimètres de lui. Puis, il a levé mon bras et mis ma main dans la sienne. Il a commencé à me faire danser un slow avec lui, pendant ce qui m'a semblé une éternité, alors qu'il comptait le rythme. J'ai lâché sa main à un moment donné et j'ai essayé de retourner à mon siège. Mais il m'a attrapé le bras et m'a tiré en arrière en disant « pas encore ». Après que ce fut terminé et que j'ai poursuivi mes autres cours, j'ai appris qu'à chaque période de la journée, il avait choisi une étudiante pour danser avec lui. Peu importe si la classe avait du mal à comprendre le rythme. Malheureusement, ce n'était pas la fin de ce qui ressemblait à une attention indésirable de sa part. Il me trouvait d'une manière ou d'une autre dans les couloirs et essayait d'avoir des discussions avec moi sur n'importe quoi, même si je restais la plupart du temps seul et ne causais pas de problème en classe. C'est arrivé à un point où mes amis ont compris ce que je ressentais et ils ont su me le dire quand ils l'ont vu.
Et à chaque fois, sans faute, il réussissait à poser ses mains sur mes épaules quand il me parlait, même si j'étais déjà adossé à un mur. Il ne voulait pas me laisser partir, et j'avais trop peur pour dire quoi que ce soit. Il pouvait me trouver même dans la foule. Il n'a rien fait à ma connaissance qui soit punissable, mais pour moi, quelque chose n'allait toujours pas chez lui. Alors, à mon effrayant professeur de musique, ne nous revoyons plus. Alors effectivement, peut-être qu'en classe, il est juste maladroit, il voulait apprendre le rythme à la personne, je sais pas. Mais la trouver tout le temps partout dans le collège et mettre ses mains sur ses épaules, ça rentre dans son espace vital et tout, et c'est pas normal là pour le coup. Donc, faudrait faire attention à ce professeur qui a des tendances, peut-être, tu connais le mot, plus de 18. Voilà, on va passer au 5e thread d'horreur. Alors, avant que je te raconte cette histoire, eh bien déjà, normalement, tu dois entendre que ça va un petit peu mieux au niveau de la voix. Vu que je tourne ça après, mais c'est pas encore guéri. Alors si tu veux une guérison totale, un petit pouce bleu, ça aide. Si c'est reconnu par l'OMS et tout, t'inquiète pas, tu mets un pouce bleu, je pense que j'irai vachement mieux. Alors, la personne qui nous raconte cette histoire nous jure que c'est 100% complètement vrai. Je suis une personne assez sceptique et je ne crois pas aux superstitions. Mais sur la base de mes propres expériences passées, je crois que des fantômes ou une sorte d'entité paranormale existent dans ce monde. Mais en même temps, je pense que certaines personnes inventent des histoires où quelque chose d'explicable se produit qui est confondu avec une rencontre paranormale. Quand j'étais plus petit, nous vivions dans une maison typique de banlieue avec une piscine et une très grande cour. Je ne dirais pas que la maison était hantée, mais il y avait quelque chose de bizarre que j'aimerais partager. Cela m'est arrivé vers l'âge de 7 à 10 ans, car nous avons déménagé dans une autre ville quand j'avais 10 ans. Il y a eu 3 activités qui ont eu lieu. Du salon que vous pouviez voir jusqu'à la salle à manger, il y avait un canapé à 3 places qui définissait en quelque sorte les limites des 2 espaces. J'ai d'abord pensé que mes yeux me jouaient un tour, mais de temps en temps, en jouant dans le salon, je remarquais qu'un petit garçon passait devant le canapé. Mais vous ne voyez rien d'autre que le haut de sa tête. Pensez à la coupe de cheveux de Denis la Malice, sauf que ses cheveux étaient plutôt de couleur noisette. Je voyais ce garçon passer devant le canapé au moins une fois par semaine. Cela ressemblait exactement à une autre personne. Ce n'est que quelques mois plus tard, alors que ma mère était assise avec moi dans le salon, les deux regardant vers la salle à manger, que j'ai remarqué que la tête du garçon passait devant le canapé. Et ma mère a réagi et m'a demandé si j'avais vu un garçon passer. C'est alors que je lui ai dit que je le voyais assez souvent, mais que je ne voyais jamais d'autre partie. Elle a également admis qu'elle voyait parfois quelque chose du coin de l'œil, mais elle pensait que c'était juste son imagination. Plus tard, mon petit frère qui a 1 an de moins a également confirmé qu'il voyait le garçon. C'était vraiment bizarre parce que c'était juste le haut de sa tête qu'on voyait. On ne voyait jamais ses yeux, il ne s'arrêtait jamais, il n'appelait jamais personne ou ne faisait pas de bruit. C'était juste une tête qui passait devant le canapé. Je n'ai jamais ressenti de présence ou quelque chose de bizarre. La deuxième chose qui arrivait quelques fois par an était que quand je jouais dehors, j'entendais appeler mon nom. C'était plus une voix féminine et c'était comme un murmure fort mais à distance. Cela arrivait toujours quand j'étais seul dans la cour. Ce n'était certainement pas ma mère car parfois ma mère était sortie faire des courses ou au travail. J'avais toujours l'impression d'être surveillé et que l'air devenait plus froid. Cela se produisait même pendant la journée. Et cela se passait toujours à l'extérieur de la maison. Je ne me souviens pas que tout cela ait eu lieu à l'intérieur. La dernière activité bizarre qui arrivait, c'est que je voyais des ombres qui bougeaient. Selon Reddit, ce sont des hommes de l'ombre. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai découvert que mon frère les voyait aussi régulièrement. J'en ai parlé une fois avec ma mère qui avait l'habitude de dire que c'était parce que je regardais trop la télévision. Ou que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Maintenant, les ombres étaient toujours du coin de mes yeux. Elles disparaissaient en vitesse. J'ai déjà testé de marcher tranquillement dans le couloir et de me retourner vite fait. Mais malheureusement, les ombres arrivaient à se cacher. Soit derrière un mur ou bien derrière une porte. C'était comme si j'avais pris ces ombres en flagrant délit. Ou bien qu'elles avaient peur d'être vues. C'était toujours une ombre à la fois. Mais j'avais l'impression qu'il s'agissait de différents êtres de l'ombre. Pas d'une seule constante. Ils étaient légèrement maigres et je ne pouvais jamais voir le contour des vêtements. Je n'ai jamais vu d'ombre ailleurs que dans cette maison. Mon frère était la seule autre personne à les voir. Mes parents, eux, ne les ont jamais vus. J'attribue cela au fait que les enfants sont plus sensibles aux rencontres paranormales. Il y a aussi des histoires sur la maison de ma grand-mère qui a été construite sur un ancien cimetière chinois que j'aimerais partager. Mais je posterai ça quand j'aurai le temps. Bien que j'aimerais vraiment connaître votre opinion sur le garçon qui est simplement passé devant le canapé. Alors je sais pas quel type d'événement il se passe dans cette maison, à chaque fois il n'y a rien de méchant, pas comme dans certains films ou quoi où vraiment l'entité est malveillante.
Ça doit faire très bizarre de voir un petit garçon passer comme ça derrière le canapé. Et tu vois juste sa tête. Bref, je sais pas quoi dire de plus si ce n'est qu'on va passer à la prochaine histoire. Salut, je m'appelle Daisy et aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'une petite expérience qui m'a tellement marqué que maintenant je fais attention aux personnes qui me parlent. Cela se passe quand j'avais 4 ou 5 ans. Je ne me souviens pas vraiment. J'étais dans un grand supermarché avec mon père et ma petite sœur, 2 ans plus jeune que moi. J'étais dans le truc enfant du caddie. Je ne me souviens plus si ma grande sœur était là. À savoir, je ne suis pas une fille turbulente. Même quand j'étais très jeune, j'obéissais à mes parents et je les suivais partout. À un moment, nous étions dans le rayon livres et surtout dans le rayon BD. Mon père aime bien et c'est grâce à lui que j'ai découvert et que j'aime bien les BD de héros, les comics avec Marvel, X-Men, DC Comics, etc. Donc je lisais aussi. C'était une habitude de mon père quand il faisait les courses. Je ne sais pas s'il fait encore ça. Mes parents ont divorcé quand j'avais 19 ans. Ils s'entendent bien malgré ça, mais je ne le vois que 2 fois par an. Il commençait par le rayon livre, mettait une BD dans le caddie et continuait les courses. Donc là, il avait pris un livre et part avec ma sœur, pensant que je le suivais. Mais non. Je lisais une BD, je n'avais pas vu qu'il était parti jusqu'au moment où je me suis retourné. Il n'était plus là, j'ai regardé autour de moi mais j'étais seul. Et à cet âge-là, on a l'impression que tout est géant. J'ai commencé à paniquer et j'ai couru de mes petites jambes jusqu'à l'allée centrale. J'ai regardé autour de moi mais je ne le voyais pas. À savoir, j'ai une sorte de petit défaut depuis que je suis enfant et encore maintenant. J'ai beaucoup de mal à percevoir le visage des gens. Je reconnais une personne par une particularité ou par les vêtements ou leur manière de bouger ou leur odeur. Mon père bouge de manière tranquille mais un peu sûr de lui. Et son odeur, je dirais celle de l'herbe coupée et du soleil. En tant que jardinier, il avait l'odeur de la nature, mais en discret. Oui, je suis bizarre. Comme je disais, j'avais peur. Je voulais revoir mon père et des larmes commençaient à couler de mes yeux. Chose qui a fait venir une dame qui m'a demandé si j'étais perdu. Mes parents m'avaient appris à ne pas parler aux personnes que je ne connaissais pas et à ne pas les suivre. Donc je lui ai dit que non et que mon père était plus loin. Je suis parti sans faire attention à elle. Dans un autre rayon, je ne trouvais toujours pas mon papa. Et là, j'ai entendu une voix d'homme. Croyant que c'était mon père, je me suis retourné. Mais non, ce n'était pas lui. C'était un homme bizarre. Je ne me souviens pas de ses vêtements, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il était bizarre. De son odeur un peu amère et la scène qui va suivre. Il m'a demandé où était mon père et je ne lui ai pas répondu. Il m'a regardé et a regardé autour de lui avant de me dire « Tu veux que je retrouve ton papa? Tu veux que je te donne des bonbons pour te calmer ?» Viens ma grande, j'aurais aimé que tu sois ma fille. Oui, bizarre. Comme je pleurais beaucoup et que je disais fort que je voulais mon papa, une dame qui passait avec son mari a demandé si tout allait bien. L'homme bizarre a dit que ça allait et que sa fille, moi, avait peur des gens. Elle m'a alors regardé. Je rappelle que j'avais 4 ou 5 ans, donc je ne savais pas vraiment ce qu'il se passait. J'ai juste dit que je voulais mon papa et ma petite sœur. La femme a dû se rendre compte qu'il se passait quelque chose de bizarre, car elle a dit à son mari de parler à l'homme, et c'est ce qu'il a fait. Elle m'a prise dans ses bras et m'a mise dans son caddie et m'a amené à l'accueil. Elle a tout expliqué à l'employé et elle est partie. Et j'ai vécu ce qu'on vit souvent dans les magasins. La petite Daisy attend son papa à l'accueil du magasin. En attendant qu'il arrive, la dame de l'accueil a essayé de me calmer parce que je pleurais encore. Je pense que j'ai bien dormi cette nuit-là. Elle m'a proposé des gâteaux, mais je disais non. Des bonbons, mais non. Un jouet, mais non. Au bout d'un moment, elle me demande ce que je voudrais. Et je lui dis que je veux mon papa. Il arrive un petit peu après. Il remercie la dame, me fait un gros câlin et nous nous en allons. Dans la voiture, il me dit de ne rien dire à ma mère. Une fois à la maison, je balance tout à ma mère qui dispute mon père et depuis je fais très attention. J'ai appris à faire attention à avoir l'un de mes parents dans mon champ de vision et à partir si je me fais aborder par une personne que je trouve bizarre. J'ai vécu cette expérience et une autre à l'âge de 8 ans, mais je pense que je la raconterai dans un autre post. Je n'ai pas eu de nouvelles du couple, ni de l'homme bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'espère que le couple et la dame de l'accueil vont bien. Merci à ces personnes et désolé pour l'employé qui avait quand même de la patience. Voilà la communauté, bye bye. Pour vous, que voulait ce mec? Était-il gentil et voulait-il m'emmener à l'accueil? Ou voulait-il autre chose comme m'enlever?
Je ne sais pas par où commencer, mais peut-être qu'un peu de contexte aiderait. J'ai vécu à Phoenix, en Arizona toute ma vie, et pendant 25 ans, j'ai vécu dans la même maison. Mon père travaillait dans un prêteur sur gage, et ma mère était infirmière. En grandissant, les choses étranges ont commencé que lorsque j'avais environ 8 ou 9 ans, et la fréquence a légèrement augmenté à mesure que je vieillissais, et c'était plutôt aléatoire. La maison dans laquelle je vivais était moderne, peut-être construite avant ou après les années 80 à mon avis, mais aucune idée avec certitude. Mon père l'a achetée en 1995 après ma naissance. Avant, mes parents vivaient dans un autre appartement de la ville. De plus, nous n'étions pas religieux en grandissant. Mon père est au mieux agnostique et ma mère a grandi catholique, mais elle ne pratiquait pas régulièrement, voire pas du tout. Mon jeune cousin était très sensible au paranormal, et j'ai longtemps cru qu'il inventait des trucs. Ce n'est que des années plus tard, lorsque j'ai vécu des choses plus étranges par moi-même, que j'ai commencé à croire qu'il disait la vérité. L'une des premières choses qui se sont produites n'était pas chez moi, mais chez lui. Il vivait avec sa mère et son beau-père dans une très belle maison, plus grande et plus récente que la mienne. Parfois, étant les garçons exubérants que nous sommes, nous ne nous couchions pas quand nous étions censés le faire. Parfois, nous restions éveillés à parler ou bien nous jouions aux jeux vidéo. Et ce, jusqu'aux petites heures du matin. L'heure du coucher était normalement vers 20h30, 21h. Une nuit en particulier, mon cousin m'a réveillé en disant qu'il voulait une collation et qu'il ne voulait pas descendre tout seul. Sur le moment, je me suis dit qu'il était dramatique et j'ai essayé de le convaincre qu'il irait bien sans moi. Car de 1, j'étais fatigué et de 2, j'étais lourd à ce moment-là et l'accompagner serait vraiment chiant. Il a refusé en disant que c'était trop effrayant et que les fantômes pouvaient lui faire peur. J'étais terriblement ennuyé et j'ai attrapé mon t-shirt. Avec ça, j'ai également attrapé ma Game Boy. J'ai mis un jeu dedans et je l'ai utilisé comme une sorte de lampe poche. Nous commençons à sortir par la porte et à ramper en bas, remarquant que les portes des chambres de sa mère et de son beau-père étaient totalement fermées et on entendait son beau-père ronfler. Nous descendons prudemment les escaliers pour ne pas faire trop de bruit. En arrivant au bas des escaliers, nous avons regardé tout autour pour essayer de voir s'il y avait quelque chose là-bas. Au début, il n'y avait rien. Je lui ai alors chuchoté. Tu vois, c'est bon, il n'y a pas de fantôme. Il s'énerve et me dit. Mais tu ne comprends pas. Il secoue la tête et se tourne pour aller vers la cuisine en ne faisant que quelques pas avant de s'arrêter net. À ce jour, je ne sais pas ce que nous avons vu, mais nous avons vu quelque chose dans la cuisine. Pas de veilleuse, pas d'écran numérique brillant projetant des reflets et pas de lune. Cette maison est à peu près dans le désert et aucun lampadaire ne peut éclairer l'arrière-cour. Il faisait nuit noire dans la maison, mais nous avons vu tous les deux quelque chose flotter dans la cuisine. J'avais environ 11 ans et mon cousin avait 9 ans lorsque cela s'est produit. Nous avons tous les deux paniqué et avons monté les escaliers en courant, nous poussant pratiquement l'un contre l'autre. Sa mère s'est réveillée et elle est venue nous gronder d'être debout si tard. Ne voulant pas que mon cousin ait des ennuis, j'ai dit que je voulais une collation tardive et j'ai eu peur dans le noir et je suis monté rapidement. Elle y a cru et elle m'a dit de ne jamais refaire ça et de retourner me coucher. Ce n'est pas la meilleure partie de l'histoire, mais la première partie dont je me souvienne. Quelques années ou peut-être un an plus tard, je me souviens être rentré de l'école. Il était environ 15h et à cette heure-là, je serais seul jusqu'à 18-19h puisque mes deux parents travaillaient jusqu'à 18h. Normalement, je préparais une collation après l'école. Je faisais mes devoirs et je regardais la télévision en bas car être seul à la maison rendait le fait d'être dans ma chambre un peu effrayant. Ce jour-là, j'ai fait un sandwich au beurre de cacahuète. J'ai mis mon couteau dans l'évier, dans une tasse ou une casserole contenant de l'eau. J'ai pris un verre de soda à l'orange avec quelques glaçons et je suis allé dans le salon pour regarder des dessins animés. Environ 30 minutes plus tard, j'entends un fort bruit métallique qui se déplace en provenance de l'évier de la cuisine. Ce qui est bizarre puisque les choses dans l'évier étaient dans une position de repos, comme si rien n'aurait pu bouger tout seul. Sceptique, je suis allé à la cuisine en m'attendant à moitié à ce que maman ou papa rentrent tôt. Et il n'y avait aucun signe que quelqu'un rentrait à la maison. Le garage toujours fermé et aucune voiture. Je regarde ensuite l'évier et tout est comme lors de ma dernière visite. J'ai même essayé de recréer le bruit et je n'y suis pas parvenu. Je me suis vraiment effrayé et j'ai essayé d'oublier tout ça. Après ça, à plusieurs reprises, j'ai vu des objets disparaître du dernier endroit où je les avais laissés et je les ai retrouvés ailleurs. Le plus déconcertant a été le moment où mon jeu Pokémon Diamant a disparu pendant des mois. J'avais un lit capitaine à cette époque, ou c'est comme ça que ma mère l'appelait. Le grand cadre en bois qui avait des tiroirs intégrés
un vide sanitaire et une tête de lit, 2 petites étagères de chaque côté. Le long du haut et du bas avait également de longues étagères. Quoi qu'il en soit, j'étais parfois un enfant désordonné et j'avais des déchets partout sur ma tête de lit et des tonnes de déchets sous mon lit dans le vide sanitaire lorsque cela s'est produit. J'avais obtenu Pokémon version noire ou un autre jeu, mais je pense que c'était Pokémon version noire. Et j'ai donc placé ma copie de Pokémon Diamant sur l'étagère la plus basse de ma tête de lit sur le côté droit, au-dessus du nouveau boîtier de jeu, et j'ai commencé à jouer à Pokémon version noire. J'étais en train de m'allonger et j'ai accidentellement donné un coup de pied au boîtier du jeu sur laquelle j'ai placé le jeu, ce qui a fait tomber ma copie de version Diamant. Et malheureusement, il est tombé dans le vide sanitaire sous mon lit. Je l'ai entendu tomber et atterrir sur quelque chose de plastique. Je suis allé regarder à travers un trou dans le cadre qui me laissait voir dans ce vide sanitaire, celui-ci étant situé dans la partie supérieure droite du cadre du lit. Étant donné que je venais juste de m'allonger pour commencer à jouer, je ne voulais pas aller le chercher, d'autant plus que le jeu qui était tombé était assez vieux. Alors j'ai décidé de le laisser là et que je le rattraperai plus tard. Je pense qu'il s'est passé environ une semaine depuis là. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais obtenir un Pokémon cool et que je pourrais en obtenir un meilleur si je l'échangeais avec mon autre version de jeu. Alors j'ai compris que je devais récupérer mon ancienne version. Je dois souligner qu'il y avait des tonnes de déchets et d'ordures en dessous, à tel point que j'ai dû déplacer des trucs pour ramper à travers pour atteindre la partie où mon jeu devait être tombé. Je vais alors en dessous et le jeu est introuvable. J'ai essayé de déplacer tout comme je le pouvais et il n'y avait rien. J'ai ensuite rampé, je suis allé sur le côté de mon lit et j'ai soulevé le lit du mince sommier sous le matelas. Et j'ai laissé l'une des béquilles que j'avais en dessous pour servir de support. J'ai ensuite tout nettoyé et je n'ai pas retrouvé cette version de jeu. Par contre, j'ai trouvé un autre jeu, Pokémon Stadium sur Nintendo 64. Je l'avais perdu des années auparavant. J'étais frustré par le fait que mon jeu avait apparemment disparu. J'ai demandé à ma mère si, pour une raison quelconque, elle était allée en dessous pour aller le récupérer. Puisque oui, il était un petit peu visible depuis un trou dans le coin supérieur droit de mon lit. Elle m'a dit non et ensuite que ça finirait par arriver. Elle pensait que j'étais un enfant désordonné et que je l'avais sûrement égaré. Je ne me souviens pas entièrement, mais je sais qu'entre 1 à 3 mois se sont écoulés jusqu'au jour où je cherchais des piles de rechange. Je les cherchais puisque les piles de ma télécommande Wii étaient mortes. J'ai soulevé un morceau de papier et en dessous se trouvait ma copie de Pokémon Diamant. Je me suis assis là, bouche bée, à la fois sur le fait que je l'avais trouvé et plus encore, comment était-il là? J'avais complètement nettoyé ma tête de lit plusieurs fois entre le moment où je l'avais perdu et le moment où je l'ai retrouvé. De plus, c'était sur l'étagère la plus haute du côté droit. Attention, étant un garçon de 12 à 13 ans, je pouvais facilement tout voir sur cette étagère du haut, tout en étant assis sur mon lit. Je sais que c'était 2 étagères en dessous de cet endroit quand je l'ai perdu. Aussi, je l'ai confirmé qu'il était sous le lit après qu'il y soit tombé là-bas. Je sais pertinemment que personne n'y est jamais allé, sauf moi. Donc je n'ai aucune idée de comment ces choses auraient pu se produire si ce n'était pas un fantôme. Bon, cela est déjà arrivé avec d'autres choses. Des vêtements, des sous-vêtements, des jouets. Et quand j'étais plus âgé, cela est arrivé avec des briquets ou même mon portefeuille. Passons plusieurs années et à ce stade, je suis à la fin du collège, au début du lycée. J'ai un bon ami que l'on va appeler Billy. Je l'ai rencontré à l'école et j'ai découvert qu'il vivait à quelques pâtés de maison avec sa grand-mère. Nous avions des goûts similaires et nous kiffions les jeux vidéo. Et parfois, il restait la nuit le week-end pour jouer à ces jeux vidéo. Tard dans la nuit, on jouait sur ma Xbox 360 à Call of Duty. Je ne me souviens pas comment cela s'est produit, mais j'ai raconté mon histoire avec le jeu Pokémon Diamant que j'avais perdu. Je lui ai dit que ma maison était hantée. Il s'est moqué de moi et m'a dit « Non, c'est pas possible, tu te fous de ma gueule ». Je lui ai lancé un regard qui disait que je ne plaisantais pas et que j'étais sérieux. Il a alors mis le jeu en pause et il a dit « Tu penses vraiment que ta maison est hantée ? Eh ben on va voir ça ». Alors à ce moment-là, il y avait 2 choses. De 1, j'avais regardé certaines émissions de chasse aux fantômes et je savais que jouer avec les esprits était une mauvaise idée. La seconde, c'est qu'il était environ 1 à 2 heures du matin et c'était vraiment pas le meilleur moment pour jouer à des choses comme ça. Je lui ai alors dit « Je préfère vraiment pas, il est très tard et nous pourrions réveiller mes parents ». En entendant ça, il m'a dit « Ah ok, je vois, tu te fous de ma gueule en fait ». Il s'est alors retourné vers la télé pour jouer au jeu de nouveau. Étant irrité que ma personnalité et mon témoignage aient été remis en question, j'ai dit « Allez, vas-y, on va le faire ». Il était tout content et il s'est frotté les mains et on a descendu les escaliers. Nous sommes descendus et nous sommes dirigés vers le salon. Et nous nous sommes assis là.
Assis là, regardant droit devant vous, vous voyez une pièce remplie de vieilles ordures du côté gauche. Du côté droit, il y avait un ancien bureau que mon père utilisait, empilé de vieux papiers et d'autres déchets. Avant le seuil de cette pièce sur le côté droit se trouvait un canapé à 3 places, une petite table basse à côté du mur et l'accoudoir de ce canapé sur laquelle était posé l'iMac de mon père. En regardant à droite, vous voyez la table de la salle à manger et le petit couloir qui mène à la cuisine sur la gauche. La porte d'entrée tout droit et une salle de bain à droite de la porte d'entrée. En y repensant, mon four a un affichage numérique et la nuit, vous pouviez voir la lueur de celui-ci éclairer le mur du couloir vers le salon. À cette occasion, je me souviens avoir vu la lueur lors de notre voyage vers le canapé. Et pendant quelques minutes après m'être assis, j'ai essayé de dire quelque chose de cliché, comme si tu es là, fais-nous un signe. Tandis que Billy, lui, était plus irrespectueux. Il disait des choses comme « je sais que tu n'es pas réel, alors n'hésite pas à faire quelque chose de fou ». À quoi j'ai essayé de lui dire que c'était trop et qu'il allait emmerder cette entité. Il s'est moqué de moi et a commencé à insulter l'esprit. Je regardais autour de moi parce que j'avais un mauvais pressentiment. En regardant en arrière, c'est à ce moment-là que l'affichage numérique avait disparu. Il n'y avait rien sur le mur. Cette chose ne s'était jamais éteinte. Donc inconsciemment, je reconnais que quelque chose ne va pas. Je tourne la tête vers Billy pour lui dire qu'on doit sortir d'ici. Sauf que ses yeux étaient verrouillés sur quelque chose devant lui. Je me tourne alors pour voir ce qu'il regarde et je ne sais pas si c'était quelque chose de proche, haut ou loin et grand. Mais j'ai vu un genre de visage déformé. Je ne comprenais pas ce que c'était. Comme s'il y avait un mauvais signal sur les anciennes télévisions. Concrètement, je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai essayé de me concentrer de toutes mes forces pour comprendre qu'est-ce que c'était que ce visage. Et j'ai été rempli d'une horreur et d'une horreur totale alors que je regardais qu'est-ce que c'était que ce visage. J'ai poussé Billy qui était à mes côtés et je me suis enfui en courant vers l'étage. Et je suis retourné dans ma chambre, Billy étant juste derrière moi. Après être entré dans la pièce et avoir fermé la porte, Billy m'a regardé en disant « Mais qu'est-ce que t'as vu ?» Apparemment imperturbable et confus, j'ai dit « Moi je sais pas, c'était une sorte de visage. Je ne pouvais pas discerner s'il était proche ou éloigné. Alors je n'ai fait que la chose la plus logique, m'enfuir de là. » Il m'a alors dit « Ouais, c'est bizarre parce que moi je n'ai rien vu. » À ce moment-là, je ne sais pas s'il essayait de me faire une blague ou quoi. Parce que je lui ai quand même dit qu'il regardait droit dans les yeux cette chose. Il prétend que c'est faux, qu'il ne fixait aucun point devant lui. Il m'a dit que c'était moi qui paniquais et qui regardais dans le vide total. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais mon ami Billy est secrètement resté avec moi dans ma chambre pendant la dernière année du lycée. Il avait une mauvaise vie dans sa maison. Et sans autre option, ma mère a accepté de le laisser rester en secret puisque mon père a toujours dit non catégoriquement. C'était possible puisqu'à ce stade, mon père et moi avions une très mauvaise relation parce que je ne réussissais pas assez bien à l'école et que je venais rarement dans ma chambre. Il est resté dans le salon pratiquement tous les soirs après le travail jusqu'à l'heure du coucher. Puis, il allait dormir dans la chambre de mes parents. Quoi qu'il en soit, un jour où papa voulait emmener maman et moi dîner dans un restaurant local, quelque chose est arrivé à Billy. Il était environ 7 h quand nous sommes partis pour le dîner et nous sommes revenus vers les 8 h 30. Étant donné que Billy restait en secret, il a profité de cette absence pour se dégourdir les jambes, aller aux toilettes, chercher de l'eau ou un morceau de pain ou bien une barre chocolatée puisqu'il avait faim. Et qu'il ne pouvait rien faire puisque vous savez qu'il n'était pas censé être là. À ces occasions, je prenais un repas facile à manger à moitié. Je disais que j'étais rassasié et je ramenais le reste à la maison pour Billy. À mi-chemin du dîner, je reçois un SMS de Billy demandant quand nous serions à la maison. Je lui ai dit qu'on rentrerait sûrement dans une trentaine de minutes puisque papa venait de payer la facture et attendait la monnaie. Il a dit cool, je vérifie juste parce que j'ai entendu quelque chose. Et je pensais que vous étiez peut-être rentré. Pensant que c'était un peu étrange car il n'avait normalement pas peur facilement, j'ai dit quelque chose comme « Ok, pas de souci, je te parlerai quand je reviendrai et je te donnerai les restes ». Après un certain temps, je suis entré dans ma chambre et j'ai tendu la nourriture à Billy. Et je me suis assis sur mon lit en enlevant mes chaussettes. Je lui ai alors demandé ce qui s'était passé. Il continue en me disant qu'il regardait quelque chose sur son iPod Touch lorsqu'il a entendu 3 coups solides à ma porte alors qu'elle était fermée. Dans l'incrédulité, j'ai dit non. Ce à quoi il m'a répondu « Je te jure mon frère, je ne mens pas, j'ai entendu ça ». Et il s'est mis à frapper 3 fois sur le cadre de mon lit. Billy a alors ajouté « Je me suis assis là pendant 1 minute en silence parce que je pensais que c'était ton père ou quelque chose comme ça. Et tu ne m'avais pas encore mentionné que tu étais à la maison. Alors je suis resté silencieux jusqu'à ce que je réalise que je n'ai jamais entendu de pas. Je me suis alors lentement levé et j'ai ouvert votre porte et personne n'était là. Je voulais dire quelque chose mais ne voulant pas être pris en flagrant délit, j'ai juste fermé tranquillement et je me suis rallongé. Et c'est là que je t'ai envoyé un SMS. C'est vrai que ma maison avait l'habitude de grincer,
Presque chaque pas dans la maison s'entendait. Vous pouviez entendre dans la chambre de mes parents même avec la porte fermée. Étant un peu paniqué mais pas assez surpris à ce stade, j'ai alors dit quelque chose comme « Ah, c'est sûrement le fantôme ». Il a rigolé et nous avons mis un film et nous nous sommes endormis avec la télé allumée. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque mes parents ont divorcé et que je vis seul dans la maison en travaillant comme stalker de nuit dans un Safeway, que j'ai vécu la même expérience que Billy. J'étais en congé un soir dans ma chambre en train de fumer et de jouer à des jeux vidéo. J'ai entendu 3 coups distincts à la porte de ma chambre. Il était un petit peu avant minuit. J'étais debout depuis mon quart de travail précédent. Je voulais absolument jouer aux jeux vidéo. Je sais que j'étais parfaitement lucide et j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai même vu ma porte bouger jusqu'au 3e et dernier coup. Ce n'était pas rapide mais pas lent non plus. Je le décris comme un rythme moyen. Mais ce serait étrange pour quelqu'un que je connaisse de frapper de cette façon à ma porte. Je n'ai jamais entendu de pas et je vivais seul à l'époque. Paniqué parce que je venais de vivre, j'ai regardé ma porte à bout de souffle pendant ce qui m'a semblé être des minutes, mais probablement 1 minute et demie. J'ai tourné la tête pour voir une arme à portée de main. Voyant un couteau à proximité, je l'ai attrapé lentement et je me suis glissé vers ma porte. Je l'ai regardé fixement en me tenant devant, effrayé un instant de l'ouvrir. J'ai alors pris mon courage à 2 mains et j'ai entrouvert la porte, prêt à défoncer n'importe qui. J'étais vraiment comme un fou, mais il n'y avait personne. J'ai même commencé à crier. S'il y a quelqu'un ici, sortez maintenant parce que si je vous trouve, je vous coupe la gorge. J'ai ensuite fait le tour de la maison, chacune des pièces et je n'ai trouvé personne. C'était la dernière chose bizarre que j'ai vécue dans cette maison. Environ 1 an plus tard, Billy traînait avec notre ami George. Il buvait dans la salle à manger pendant que je faisais des courses. Billy partageait la chambre avec moi dans la maison à cette époque. Et George s'est toujours méfié de cette carte à jouer qu'un magicien a collée au plafond de la salle à manger il y a quelques années. Quand j'étais plus jeune, j'ai subi une opération à la jambe et un été, ma mère a demandé à un magicien de venir donner un spectacle pour ma fête d'anniversaire. J'avais genre 4 amis et c'était avant que je rencontre Billy à l'école. Billy et George ont alors commencé à parler de la maison, ayant une énergie étrange. Ils disaient qu'il y avait des histoires étranges qui se sont passées ici. Et George disait que ça pouvait venir de cette carte à jouer. Après avoir convaincu Billy de l'enlever, ils ont réussi à la faire tomber du plafond. Puis, ils l'ont emmenée à l'extérieur et se sont filmés en train de la brûler. Cela m'a d'abord bouleversé car c'était un bon souvenir pour moi et c'était l'une des dernières choses qui me restait de cette partie de ma vie dans la maison. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression que la maison était plus légère et qu'ils se sentaient mieux depuis. J'étais toujours bouleversé et je disais qu'ils avaient fait ça juste pour faire des conneries. Ils ont juste trouvé un prétexte pour essayer de brûler cette carte. Mais je ne pouvais pas vraiment me débarrasser d'un sentiment. Effectivement, ils avaient raison. Certes, la maison était hantée avant, mais peut-être qu'il y avait aussi quelque chose attaché à la carte. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais de quoi j'ai été témoin. J'ai aussi plusieurs histoires concernant mon frère et ma mère. Il est vrai que depuis que cette carte n'est plus au plafond, j'ai l'impression que l'ambiance dans la maison est beaucoup plus agréable. Voilà, alors s'il vous plaît, restez en sécurité. Bon, ce serait d'horreur est maintenant fini. Si tu l'as kiffé, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si t'en veux d'autres, je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.